Alors, il y a quelques jours, j'ai vu comme un mouvement de panique dans le regard de mes enfants quand je leur ai annoncé qu'influenceur n'était pas nécessairement un métier d'avenir pour eux. Alors, on va se livrer quelques observations et quelques confidences aujourd'hui pour regarder ensemble ce mouvement de fond, cette révolution profonde du monde et de l'univers et de la conception de l'influence au regard de notre petite fenêtre à nous, qui est Twitter, cette fenêtre sur le monde, cette plateforme devenue au fur et à mesure des années, cette plateforme mondiale de l'influence. Et on a grandi, et on grandit vite, parce que l'accélération de l'actualité, parce que les mouvements autour de nous nous emmènent dans cette accélération. C'est une accélération qui à la fois voit l'actualité autour de drames sociétaux, l'actualité autour de cette polarisation extrême du débat politique, cette préoccupation toujours plus importante et toujours plus grande autour des dérèglements climatiques, et puis enfin cette libération de la parole à laquelle on assiste depuis bientôt 2 ans de manière extrêmement accélérée. Alors tout ça, c'est notre contexte, c'est notre vie en tant que plateforme, et notre rôle, c'est finalement d'accompagner les marques, d'accompagner les entreprises dans la compréhension de ce contexte-là, et on voit émerger, chez la quasi-totalité de nos partenaires ici en France, cette préoccupation et cette nécessité de faire émerger finalement le pourquoi. Le pourquoi, le comment, pourquoi est-ce que je fais ça, comment est-ce que sont fabriqués mes produits, comment est-ce que les gens qui travaillent avec moi sont traités, bien traités ou maltraités. Et on voit émerger absolument partout cette conversation autour du purpose. Et finalement, le purpose, pour les marques, pour les entreprises, pour les industriels, pour les chefs d'entreprise, devient un élément cœur autour de toutes les conversations, que ce soit les conversations corporate, les conversations commerciales, ou d'autres conversations en one-to-one avec les consommateurs. Et donc le purpose est au cœur de tout, et ça s'accélère. On a vu l'été dernier un certain nombre de mouvements autour d'un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de patrons s'unir pour aller porter la voix de ce que c'est qu'une bonne entreprise, de ce que c'est qu'un bon message pour porter ses engagements. Et aujourd'hui, ça devient effectivement quelque chose, on a le sentiment que c'est un exercice extrêmement répandu, mais surtout extrêmement obligatoire pour l'ensemble des acteurs, à la fois publics et privés. Et donc, nous, on observe ces faits-là également. Et on observe que, en règle générale, on a tendance de plus en plus à préférer des marques qui partagent de manière ouverte et transparente un certain nombre de valeurs et un certain nombre d'actions. Et c'est encore plus vrai sur Twitter que sur le reste des plateformes et d'Internet. Alors, effectivement, c'est un exercice obligatoire et on peut identifier aujourd'hui, chez nous et puis chez d'autres, un certain nombre de prérequis, un certain nombre de services minimums autour de ces questions du pourquoi, autour de ces questions de l'engagement, autour de ces questions du purpose. La présence authentique de la marque. Est-ce que mes prises de parole aujourd'hui sont des prises de parole crédibles, authentiques, transparentes? Est-ce que ce sont pas des choses trop marketing ou trop décidées à la dernière minute? Qui porte cet engagement? Est-ce que mes activités, mes dirigeants sont aujourd'hui suffisamment proches pour pouvoir exprimer ça? En l'espace de 2 mois, même un peu moins, Denis Machuel est venu rejoindre la moitié des patrons du CAC 40 au sein des patrons qui tweetent. Denis Machuel, c'est le patron de Sodexo. Il a avec lui plus de 400 000 salariés. Et puis, c'est l'annonce hier de l'arrivée de Jean-Dominique Sénard, le patron de l'Alliance Renault-Nissan, sur Twitter pour partager également à la fois sa vision et sa conception de l'entreprise dans la société, mais aussi son plan pour l'Alliance. Et puis c'est l'écoute, on transforme de plus en plus les entreprises et les organisations en entreprises écoutantes de ce qui se passe à l'extérieur, mais également de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis après, c'est effectivement la manière dont on est capable de communiquer la raison d'être, le purpose, l'ensemble des engagements autour de la RSE, et puis de plus en plus, et des plateformes comme les nôtres en sont la preuve, en étant la première plateforme utilisée dans les entreprises de plus de 100 salariés, ces incroyables synergies entre l'intérieur et l'extérieur, entre la communication interne de ce que font et opèrent les salariés, et puis la communication externe. Mais malheureusement, pour les entreprises, des plateformes comme nous qui fabriquons un certain nombre de tendances en matière de communication, nous sommes là également pour changer aussi un peu la donne. Et parmi ces changements de donne, on observe de plus en plus la fin du consensus.
La fin du consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce minimum aujourd'hui que font les entreprises autour de leurs engagements, du purpose, eh bien, il va falloir choisir des combats et faire émerger des combats d'entreprise, des combats de produits, des combats d'hommes, et que malheureusement, ça devient de plus en plus difficile de trouver des combats, ou de trouver des valeurs et des engagements qui soient des engagements de consensus. Le consensus est difficile aujourd'hui. On le voit. Des sujets comme le réchauffement climatique ont du mal à être consensuels. Des sujets comme le bio ont du mal à être consensuels. Des sujets comme l'inclusion ont du mal à être consensuels. Même l'automobile électrique, parce que la batterie, finalement, c'est polluant, et puis c'est fabriqué avec du cobalt, et le cobalt, ça vient de République démocratique du Congo, qui a les 2 tiers des réserves, qui n'est pas franchement démocratique. Et puis même les activités philanthropiques, à la fois des marques et des individus aujourd'hui, devient largement un sujet qui n'est plus consensuel. Donc, le rôle des plateformes aujourd'hui et leur usage va être de plus en plus d'aider les marques et d'aider les entreprises à recréer ce consensus. On arrive d'un monde où c'était très simple, hein, l'influence c'était top-down, au sein de ce qu'on appelle nous les Look at Me plateformes, on fait un selfie, on diffuse, on fait de l'influence et c'est parfait. Or, de plus en plus, on s'aperçoit que cette influence, par le fait de plateformes comme les nôtres, permettent finalement à une marque de sortir du bois et d'affirmer quelque chose, mais donne la parole à égale mesure à quelqu'un qui va venir challenger cette position-là. Et bien l'enjeu de communication va consister à créer autour de ces marques cette espèce de bouclier de protection, cette barrière de corail. Et la manière dont vous me permettrez de définir de plus en plus l'influence aujourd'hui, c'est dans la manière dont les marques vont être en mesure d'activer cette barrière de corail autour d'elles. Le meilleur exemple, il est français. C'est l'exemple de Danone. Danone lance de manière extrêmement militante et extrêmement ambitieuse son programme One Planet, One Health, porté par un formidable guerrier qu'est Emmanuel Faber. Eh bien, autour de lui, très vite, Emmanuel Faber va constituer cette barrière de corail. En ayant avec lui des agriculteurs. Les communautés sur Twitter sont extrêmement présentes. 50 000 France Agri-Tweetos qui se réunissent autour de hashtags, autour de community managers. Et puis, c'est également les syndicats d'agriculteurs avec la FNSEA, avec un certain nombre d'autres syndicats, mais aussi les distributeurs, en discutant, en ayant des échanges parfois assez vifs avec Michel-Édouard Leclerc, avec Bompard, avec Schulcher. Et puis également avoir autour de soi des ONG qui vont vérifier à la fois les emballages, les intentions en matière de sourcing et de production, et puis également des labels comme Bicorp aux États-Unis, puisque Danone a décidé via Evian d'embrasser ce label-là et qui est extrêmement ambitieux. Et puis parfois ce sont les pairs. Ici c'est le patron de Microsoft qui vient aussi lui dévoiler et appuyer une des actions de Danone, et puis finalement les politiques, les institutions, et puis tout simplement les consommateurs. Tous ces gens-là aujourd'hui, dans le dispositif de communication et dans le dispositif d'influence de Danone, viennent bâtir cette espèce de barrière de corail qui protège la marque à chacune de ses annonces et qui lui garantit d'obtenir du consensus sur ce qu'elle annonce et pas permettre à une seule voix dissonante de venir casser ou en tout cas mettre en péril ses affirmations. De manière interne aussi, très récemment, on a assisté à un exercice formidable, qui est celui de Stéphane Richard, en plein procès d'Orange, son procès à lui, besoin de refédérer les équipes internes. Et bien, quelle meilleure solution que de poser la question aux gens sur un tweet en disant « Aidez-nous à définir la raison d'être de l'entreprise ». Et ce sont des centaines et des centaines et des centaines de tweets de salariés d'Orange qui sont venus appuyer et redéfinir ce qu'était ce consensus autour de la raison d'être de l'entreprise. Donc voilà, nous y voilà avec un patron qui va remercier ses salariés et qui va en tirer des vrais learnings. Donc, l'influence change. Elle change dans ce sens-là. Et elle change dans un sens irrémédiable qui finalement appauvrit beaucoup. L'ancienne définition de l'influence et des influenceurs qui deviennent même eux-mêmes des mèmes de leurs excès, de leurs exagérations, et rien de mieux qu'un influenceur aujourd'hui pour se moquer de l'influence. Et cette influence, elle se redéfinit, alors elle existe toujours, et ça c'est un exemple très concret. La semaine dernière, la Paris Fashion Week, Vuitton qui fait des millions de vues en direct sur son flux de retransmission sur Twitter, et puis cette influence, elle va permettre à la marque de multiplier par quasiment 2 les conversations autour de ces flux en direct, en invitant un groupe de K-pop au premier rang.
En revanche, quand on voit le durcissement au sein des marques, des engagements, et je parle d'univers de la mode, mais d'univers bien plus large, eh bien, chacun des grands annonceurs, chacune des marques accélère sur ces domaines de l'influence. Et c'est vrai qu'elle est aujourd'hui de manière visible, engagée, et qu'elle est de moins en moins neutre, que c'est une influence dont on promeut aujourd'hui fortement l'authenticité, dont on critique les côtés transactionnels, et surtout c'est une influence collective qui permet aux marques d'aller chercher effectivement ces barrières de corail de manière relativement importante au sujet de l'environnement, au sujet des énergies vertes. Tout ça sont des groupes qui sont sur Twitter présents à hauteur de 3 millions, 4 millions de personnes, et ce sont des groupes qu'on va pouvoir activer pour consolider et édifier cette barrière de corail autour des marques. Voilà, parce que finalement Twitter, quand on dit l'influence c'est avant tout une conversation. Twitter est la plateforme au service de la conversation publique, et c'est de cet aspect-là dont nous voulions vous entretenir aujourd'hui dans la révolution à laquelle on assiste sur les domaines de l'influence. Merci beaucoup. Merci énormément.